Bonsoir à tous. Donc, je suis Laurence Van Asten et je suis donc directrice des formations et de l'innovation du CNAM Pays de la Loire et je suis ravie d'ouvrir cette 5e conférence du cycle 2 du goût de l'avenir, cycle de conférence qui est organisé par l'équipe de Xavier Noël de la diffusion de la culture scientifique et technique du CNAM. Alors, aujourd'hui, on est ravis sur cette conférence puisque d'abord, on est dans un lieu un petit peu magique, c'est ce lieu d'exploration artistique, ce bouillonnement culturel qui mélange les cultures, les publics, les genres. Quoi de mieux que d'être ici au lieu unique pour parler du progrès a-t-il encore un sens, avec le thème ce soir de l'Anthropocène. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, voilà, je voulais remercier donc Patrick Giger, le directeur du lieu unique, de nous héberger ce soir. Alors, cette conférence, elle est réalisée en partenariat avec l'association Ping, qui explore les pratiques du numérique et facilite l'appropriation des nouvelles technologies. Alors, Ping, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un espace de ressources, d'expérimentation et de fabrication du numérique, un petit peu sous le mode du... C'est pas un petit peu, c'est complètement sous le mode du Fab Lab. C'est un projet associatif qui explore autour de la médiation, de la pédagogie, de l'accompagnement et la mise en réseau des acteurs du numérique. Donc, merci à Ping. Un petit mot aussi pour vous dire que cette conférence est soutenue par la région Pays de Loire, par la ville de Nantes. Alors, depuis la révolution thermo-industrielle, la planète est rentrée dans un état inédit. Les traces de l'âge urbain, consumériste, chimique et nucléaire resteront des milliers, voire des millions d'années dans les archives géologiques de la planète et vont soumettre nos sociétés humaines à des défis considérables. Ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas une crise environnementale, c'est une révolution géologique de nature humaine. La Terre est rentrée dans une nouvelle époque, l'Anthropocène. Alors l'Anthropocène, littéralement nouvel âge de l'homme, que je reprenne un tout petit peu mes notes. C'est le signe de notre puissance, mais surtout, sans doute, de notre impuissance. Il ouvre une nouvelle condition humaine et balaye bien des ontologies et des certitudes de la modernité. Alors ce soir, nous accueillons Christophe Bonneuil, qui est historien des sciences, qui est chargé de recherche au CNRS, qui est membre du centre Alexandre Coiré, qui est un centre de recherche en histoire des sciences et techniques. Ses travaux portent sur la transformation du rapport entre science, nature et société, de l'âge de Charles Darwin jusqu'à nos jours. Il dirige aussi la collection Anthropocène, qui est un espace interdisciplinaire sur les enjeux écologiques globaux. Et il a de nombreuses publications, vous l'avez vu de l'autre côté, et il a publié en 2013 l'événement Anthropocène avec Jean-Baptiste Fressoz. Il fait dialoguer dans cet ouvrage science et histoire. Il balaye un inventaire écologique de ce modèle de développement devenu insoutenable. Et puis aussi, il ébranle un petit peu de toutes les idées reçues sur cette fameuse prise de conscience environnementale et surtout, il nous donne des pistes sur vivre et agir politiquement dans l'Anthropocène. Donc, Christophe Bonneuil, l'Anthropocène signifie-t-il la fin du progrès ? Je vous laisse la parole et je vous souhaite à tous une très très bonne conférence. Merci. Est-ce que le micro fonctionne ? Oui. Oui, effectivement, on va se demander d'abord qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène. C'est un terme un peu barbare a priori. Puis on va voir en quoi ça questionne beaucoup de nos représentations du monde, et notamment celle du progrès, qui sont héritées d'une certaine modernité et de 2 siècles de société industrielle. Et puis on va voir quelles sont les différentes lectures politiques de l'Anthropocène, différents discours qui sont déjà présents dans l'espace public, et du coup ça va nous permettre un petit peu de repolitiser ce concept pour que ce ne soit pas juste une catégorie scientifique qui flotte au-dessus de nous et qui nous dicte nos conduites. Donc voilà un petit peu le programme de la soirée.
Alors ça, c'est le calendrier officiel de la planète, tel qu'il est tenu à jour par la Société internationale de géologie et sa commission internationale de stratigraphie. Vous avez ici les débuts de la planète Terre il y a 4,5 milliards d'années. Et puis tout en haut à gauche, le Quaternaire et la dernière époque du Quaternaire qui s'appelle l'Holocène, depuis la dernière glaciation donc. Et depuis les débuts des années 2000, il y a un certain nombre de scientifiques, des spécialistes de l'atmosphère, de la chimie de l'atmosphère, notamment Paul Crutzen, qui a été le premier à proposer ce concept avec un de ses collègues, qui est prix Nobel pour ses travaux sur la couche d'ozone dans les années 70. Donc on a commencé à s'apercevoir que les gaz CFC posaient un problème à la couche d'ozone et qui depuis continue à travailler sur la chimie de l'atmosphère. Des spécialistes du climat, des spécialistes des forêts, des spécialistes des océans, des géologues qui travaillent ensemble depuis plusieurs dizaines d'années, notamment dans un programme international qui s'appelle le programme international Biosphère et Géosphère, IGPB en anglais. Dans ce cadre-là, ça a provoqué une convergence entre différentes disciplines qui se sont baptisées les sciences du système Terre. Donc c'est plus que l'écologie, c'est plus que la climatologie, c'est une confluence interdisciplinaire qui étudie l'ensemble de la Terre comme un système, je vais un petit peu revenir là-dessus, et qui s'appelle les sciences du système Terre. Et dans ce contexte-là, à l'IGPB, ils ont eu le sentiment, et de plus en plus d'éléments à l'appui, de preuves, que la planète Terre est en train de sortir d'un certain régime d'existence géologique qui était celui de l'Holocène pour rentrer dans une nouvelle époque géologique qu'ils ont appelée Anthropocène. Donc vous avez déjà un peu expliqué, vous avez déjà commencé la conférence avant moi, donc l'âge de l'homme qui se définit à partir du fait que l'empreinte humaine sur l'environnement planétaire est devenue si vaste et intense qu'elle rivalise avec certaines des grandes forces de la nature en termes d'impact sur le système Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'auparavant, on pensait que l'histoire géologique de la Terre n'était influencée que par des grandes forces qui nous dépassent, des forces naturelles, le Soleil, les variations de l'activité du Soleil, les variations de l'orbite de la Terre autour du Soleil, la tectonique des plaques, le volcanisme, des choses énormes de ce type-là. Les scientifiques sont en train de nous dire que les activités humaines sont devenues une force tellurique, une force géologique comparable à ces grandes forces naturelles dont je vous ai parlé en termes d'influence sur la trajectoire de la planète et est en train de faire changer l'état de la Terre d'un certain régime d'existence qui était celui de l'Holocène à un autre régime d'existence qu'ils appellent celui de l'Anthropocène. Alors, un des marqueurs principaux qui a été mis en avant par Paul Crutzen dans ses premiers articles dans les années 2000, ça a été le cycle du carbone. Depuis, il fait démarrer l'Anthropocène, on va revenir sur quand est-ce que ça démarre. Lui pense que ça démarre avec la révolution industrielle. Il propose une date symbolique, 1784, qui est une date de brevet qui perfectionne la machine à vapeur de James Watt. Et il dit, finalement, c'est un tournant crucial parce qu'avec la machine à vapeur, même si on utilisait le charbon dans des machines à vapeur moins perfectionnées avant ou pour se chauffer à Londres dès le XVIIe siècle, avec la multiplication des machines à vapeur, on va prendre du carbone qui est dans le sous-sol, ce que les scientifiques appellent la lithosphère, on va en prendre 550 gigatonnes depuis 1750 jusqu'à aujourd'hui, on va les brûler à la surface et ils se retrouvent dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone, de méthane, etc. Et en faisant ça, on a fait passer le carbone d'un compartiment du système Terre à un autre compartiment, et ce, à l'échelle globale. C'est-à-dire qu'un gramme de carbone émis à Paris, il va modifier la composition globale, la concentration de carbone
de la planète. On va pouvoir la mesurer aussi bien à Honolulu qu'à Tokyo. Et donc, il y a une transformation globale du cycle du carbone par les activités humaines d'ampleur géologique, au point que, c'est les multiples rapports du GIEC qui nous le montrent, que le climat est en train de changer. Là, vous avez la carte des évolutions de température depuis 1901. Vous voyez qu'on est à une moyenne générale d'à peu près 0,8 degrés Celsius, mais que pour certains territoires, l'Amazonie, l'Afrique du Nord, des parties de la Russie, proches de l'hémisphère nord, ça monte à 2 degrés, 2 degrés et demi déjà d'augmentation. Et dans le dernier rapport du groupe international d'experts sur le climat, vous avez un perfectionnement des différents scénarios qui existent depuis les années 90, où on a la trajectoire historique d'augmentation des températures, puis vous avez différents modèles. Vous voyez que les modèles un petit peu médians nous amènent à un peu plus que 2 degrés, et les modèles de business as usual, où on continue, où il n'y aurait pas d'accord contraignant, notamment à la conférence de Paris en décembre 2015 sur le climat, on arriverait à plus 3,7, plus 4 degrés en 2100. Et les scientifiques ont fait tourner leur modèle jusqu'à 2300, on arrive à du plus 8, plus 12 degrés. Alors plus 8 degrés en moyenne, ça vous fait du plus 20 degrés dans les régions dont je vous ai dit qu'elles étaient au-dessus des moyennes ici. Hein. Ça vous fait du plus 10 degrés facile en France. Enfin, plus 8 à plus 12 même. Enfin, on est dans un autre monde. Dans un monde où les océans sont plusieurs mètres plus hauts, dans un monde où la géopolitique est complètement transformée. Les histoires qu'on a eues avec les naufragés de l'immigration méditerranéenne, les organisations internationales disent qu'on a à peu près 30 millions de réfugiés environnementaux aujourd'hui, et qu'ils en prévoient pour 2030 150 millions dans les scénarios médians. Donc c'est un autre monde, une autre géopolitique dont on est loin d'être sûr que c'est quelque chose qui ne sera pas extrêmement barbare, voire beaucoup plus barbare que ne l'a été le XXe siècle avec ces 2 guerres mondiales. Par exemple, il y a un livre de Harald Welzer qui s'appelle « Les guerres du climat », qui essaye d'imaginer à quoi ressemblera le monde dans un climat plus chaud et avec plus de tensions sur les ressources. Bon, voilà. Et c'est des scénarios qui sont basés sur des prospectives qui sont faites au Pentagone, qui sont faites dans l'armée allemande. C'est-à-dire que les stratèges militaires pensent déjà en termes stratégiques à ce que sera le monde dans ces conditions-là. Il y a une publication récente qui est sortie dans la revue Nature en janvier 2015 et qui dit que pour atteindre l'objectif que se sont donnés les États qui négociaient sur le climat à Copenhague en 2009, de ne pas dépasser plus 2 degrés de température moyenne. Plus 2 degrés, c'est un peu la limite discutable, mais approximative, au-delà de laquelle la Terre est beaucoup moins habitable et on a beaucoup plus de perturbations géopolitiques, d'inondations dans des zones comme le Bangladesh, etc. etc. Pour atteindre cet objectif de ne pas monter au-delà de plus 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles, il faudrait laisser dans le sol, ne pas exploiter, les 3/4 à peu près des réserves de carburants fossiles, charbon, gaz, pétrole, qui sont déjà connus. Et si on les utilise toutes les réserves qui existent, c'est un article qui est paru dans le Guardian, ce n'est pas une étude scientifique très poussée, mais bon, ça vous donne malgré tout un indicatif, il arrive à plus 9 degrés. Donc, bon, ça nous pose déjà une question qui est d'ordre politique, voire civilisationnel, c'est est-ce qu'on est capable de ne pas utiliser ce qu'on a sous les pieds, de changer notre rapport à la nature qui a été un rapport extractiviste. Bon, voilà. Mais j'en reste simplement pour l'instant au constat scientifique qui est d'une perturbation massive d'ampleur géologique du cycle du carbone et donc du climat. Alors ça nous emmène à du plus 4 degrés en 2100. Plus 4 degrés, on ne sait pas bien ce que c'est. Ça fait
3 millions d'années que la Terre n'a pas été à cette température-là. Par contre, moins 4 degrés, c'est le Pléistocène, c'est l'âge glaciaire. Donc vous voyez que 4 degrés, c'est énorme en termes de transformation de l'environnement dans lequel on vit. Alors le carbone n'est pas du tout le seul marqueur des transformations géologiques causées par l'homme. Ça, c'est une sorte de tableau de bord de l'Anthropocène qui est dans une publication de l'IGPB dont je vous parlais. Alors vous avez des choses du type l'état des zones côtières, l'ozone, la réduction de la biodiversité, la déforestation tropicale, l'artificialisation des sols, l'altération des cycles hydriques, des cycles des rivières continentales, qui sont à peu près pour 15% du flux hydrique continental est dévié par 50 000 barrages de plus de 50 mètres de haut créés par les humains. Donc les géologues, on peut s'imaginer, s'il y a encore des géologues dans 1 million d'années, en termes de sédimentation, ça transforme le type de sédimentation qu'on va avoir. C'est aussi le cycle de l'azote qui tourne 1,5 fois plus vite depuis qu'on a un processus industriel qui fabrique de l'ammoniac à partir de l'azote de l'air. Ça a été inventé au début, vers 1909, c'est un brevet. L'ammoniac, ça servait d'abord à faire des bombes, des explosifs. C'était très pratique de découvrir ça quelques années avant la Première Guerre mondiale, comme ça on a pu se les balancer à la figure pendant la guerre. C'était un vrai enjeu stratégique, les recherches sur cette question. Et ensuite, parce qu'ils ont préparé la guerre suivante, parce qu'il fallait maintenir des capacités de production dans les usines qui synthétisaient l'ammoniac artificiel, on a convaincu nos agriculteurs d'utiliser ces engrais de synthèse dans leurs pratiques agricoles. Le problème, c'est que ce modèle agricole est extrêmement énergivore. Pour faire ces engrais azotés, il faut chauffer très fort et une très grande pression. Ce qui fait que l'agriculture au XXe siècle a une production qui a fortement augmenté. C'est le modèle de la révolution verte. Beaucoup d'intrants, des variétés sélectionnées pour bien valoriser ces intrants. Mais le taux de rendement énergétique, le taux de retour énergétique, l'efficacité énergétique de l'agriculture a diminué. Au début du XIXe siècle, en Angleterre, on investissait 1 calorie de travail pour récupérer 12 calories alimentaires. Dans les agricultures agro-pétrolières, presque, on pourrait dire françaises, danoises et américaines, les calculs qui ont été faits, c'est qu'on a investi 1 calorie fossile dans le tracteur, dans l'engrais, etc., pour récupérer 0,7 calories alimentaires. Donc énergétiquement, notre agriculture est déficitaire. Sans pétrole, ou si on restreint notre usage de pétrole, c'est toute la question alimentaire qui se pose. Et là, vous voyez, on est déjà dans la question du progrès. Qu'est-ce qu'on a appelé le progrès agricole jusqu'à présent? On l'a mesuré en termes de productivité horaire, en termes de productivité à l'hectare, mais si on regarde le même processus en termes de rendement énergétique, tout à coup, la flèche du progrès s'est inversée. On a perdu quelque chose. On a perdu une certaine efficacité, et du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce tableau? Alors vous avez des choses très anecdotiques, un peu symboliques, comme les restaurants McDonald's, les téléphones portables, qui sont censés être des marqueurs des changements de mode de vie et de mondialisation. Quelques éléments aussi pour un petit peu rendre concret l'emprise humaine sur le globe. Entre 25 et 40% de la biomasse, c'est-à-dire tout ce qui est produit par les végétaux continentales, est capturé par les humains. C'est nous qui les consommons pour manger, pour se nourrir, en matériaux de construction, etc. 90% de la photosynthèse qui se fait sur les continents se fait dans des écosystèmes plus ou moins pilotés par les humains. Donc ça vous donne une idée de notre emprise, notre empreinte. Ça peut paraître anecdotique, mais en même temps c'est un exemple qui est assez frappant. Si on prend l'ensemble des vertébrés terrestres, c'est-à-dire les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les mammifères,
c'est plusieurs centaines de milliers d'espèces. Les humains ne sont qu'une de ces centaines de milliers d'espèces. En termes de masse, de poids, on représente un tiers du poids, de la masse des vertébrés terrestres. Donc les géologues, dans 1 million d'années, s'il y en a, dans les sédiments, dans les fossiles, ils verront beaucoup d'os humains par rapport aux os d'autres vertébrés. Si on ajoute à ça le bétail, on arrive à 97%. Le bétail, c'est presque 2 tiers. Nous, c'est plus d'1 tiers. Au total, il ne reste plus que 3% pour les 100 000, les plusieurs centaines de milliers d'espèces de vertébrés sauvages. Donc ça donne une idée de la faible place qu'on laisse à une nature sauvage, une sorte d'altérité sur la planète Terre, tellement on occupe tout l'espace, on contrôle et on transforme tous les flux de matière et d'énergie sur cette planète. Alors on pourrait dire super, cocorico, on est les plus forts, on est les pilotes de la planète, on est super puissants et tout. Ce que vous disiez, c'est aussi une impuissante puissance. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est incapable de maîtriser collectivement, politiquement, démocratiquement, cette puissance pour en limiter éventuellement les effets secondaires. Et sortir de l'Holocène, c'est sortir d'un état relativement stable de la planète. Si vous regardez les 100 000 dernières années de la planète, vous apercevez qu'il y a beaucoup de variations. C'est les températures de l'hémisphère nord, là, mais c'est aussi vrai pour les niveaux de la mer. Beaucoup de variations jusqu'à l'Holocène, et que depuis 12 000 ans, on est dans une zone de confort et de stabilité relative. Alors évidemment qu'un paysan philippin ou sénégalais, il n'a pas l'impression de vivre dans un univers stable et bien régulier, hein, ça change chaque année, etc. Mais à cette échelle plus globale, on s'aperçoit que l'Holocène a été une période très privilégiée par sa stabilité de l'histoire de la planète. Et comme par hasard, c'est dans cette période-là que se sont développées des civilisations agraires, des civilisations urbaines et toutes sortes de civilisations et de cultures qui existent aujourd'hui sur la planète. Et si vous prolongez la courbe et que vous rajoutez plus 4 degrés, vous sortez complètement de ces fourchettes de variation de l'Holocène et on passe vraiment à autre chose. Et ce que nous disent les scientifiques du système Terre, c'est que la Terre, c'est un système complexe. Ce n'est pas un système linéaire où si on augmente de temps les émissions de gaz à effet de serre, on va avoir de façon linéaire, par une courbe facile à déterminer, qui serait une droite, tant d'augmentation de la température. Il peut y avoir à un moment des effets de basculement, des effets d'accélération, des effets d'effondrement. C'est des apports des sciences du système complexe, que s'il y a un certain réchauffement de plus 2, plus 3, plus 4 degrés, que le permafrost gèle dans les régions septentrionales, il peut relarguer du méthane dans l'atmosphère et il y a un processus d'emballement qui nous emmène très très chaud. Ou des effets inverses, des courants marins qui seraient stoppés, etc. Donc cette idée de non-linéarité et de seuil de basculement est illustré par ce type de courbe. Vous prenez par exemple ici l'utilisation des pesticides qui augmente, et ici par exemple c'est le niveau des populations d'abeilles dont les pesticides sont un des facteurs de la disparition. Pendant un certain temps tout va bien, puis ça diminue, et il peut y avoir que pour un tout petit ajout de l'usage des pesticides, vous avez un très gros effondrement de la population. Voilà, c'est ça l'idée de non-linéarité et de seuil de basculement. Il y a plusieurs publications issues des sciences du système Terre qui tournent autour de cette idée-là, et donc des limites, des seuils planétaires à ne pas franchir pour éviter un basculement très rapide. Par exemple, un des problèmes des émissions de gaz à effet de serre de CO2, c'est notamment l'acidification des océans. C'est un des facteurs que vous avez ici. Parmi le tableau de bord que je vous ai présenté, ils ont retenu 9 paramètres les plus déterminants pour l'avenir de la planète. Par exemple, si on émet encore plus de dioxyde de carbone, c'est l'océan qui en capture une partie,
tant mieux, ça évite qu'il y ait trop d'effets de serre, mais ça acidifie les océans et ça menace, au-delà d'un certain seuil, toute la chaîne alimentaire de la faune et de la faune aquatique des océans. Et donc on peut avoir un effet de basculement assez important qu'on trouve dans certaines périodes géologiques reculées, où on a une corrélation entre des périodes d'effondrement, d'extinction biologique et des périodes d'acidification des océans. Donc ils ont défini comme ça 9 paramètres pour lesquels il y aurait des seuils à essayer d'éviter de dépasser si on veut éviter des situations de basculement brutaux des conditions de la vie sur Terre. Alors, dans la première publication sur les Planetary Boundaries, il y avait 3 paramètres pour lesquels on aurait déjà dépassé les seuils, biodiversité, cycle de l'azote et climat. Dans une publi toute récente qui est sortie il y a quelques semaines, ils ont essayé d'être un peu plus optimistes sur le climat. On n'est pas encore dans le rouge, c'est pour encourager les négociateurs de Paris. Par contre, ils ont ajouté le cycle du phosphore dans lequel on aurait dépassé les seuils. Alors, l'Anthropocène n'est pas encore officiellement validé par les fameuses commissions internationales de stratigraphie dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont les maîtres du temps et du calendrier géologique. Il y a finalement une commission sur l'Anthropocène à l'intérieur de la section du quaternaire de cette Société internationale de stratigraphie, qui va rendre un rapport qui sera discuté. Il y a un congrès tous les 4 ans, le prochain c'est en 2016. Je ne sais plus si c'est en Afrique du Sud ou en Australie, je confonds avec le précédent. Enfin, en tout cas, un congrès en 2016. Si le rapport du groupe de travail est favorable à l'idée d'adopter l'Anthropocène et qu'il y a un vote de la Commission internationale de stratigraphie, il rentrera officiellement dans l'échelle des temps géologiques. Alors, pour homologuer officiellement l'Anthropocène, ces stratigraphes ont un certain nombre de critères, des normes de preuve qui datent des 200 années de professionnalisation de la géologie, qui sont souvent basées sur des preuves dures, basées sur l'analyse des sédiments. Soit on cherche des nouvelles roches qui n'auraient pas existé avant. Est-ce que l'Anthropocène, c'est l'apparition de nouveaux types de roches qui n'existaient pas avant? On a un exemple ici, le plastiglomerate, qui a été découvert il y a 1 an ou 2, qui est quelque chose à partir de matière plastique qui s'est fini par se solidifier et quasi être un état de roche. Donc ça pourrait être un des marqueurs potentiels pour les stratigraphes de l'Anthropocène. En même temps, on ne sait pas bien si ce type de roche est vraiment stable, si dans 1 million d'années ça existera encore ou si ça sera progressivement dégradé. Donc voilà, c'est le genre de... On cherche des fossiles qui apparaissent, qui disparaissent. Là, vous avez un exemple pour une autre transition entre 2 périodes géologiques. Donc vous avez des fossiles ici qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, et on cherche le meilleur compromis, la zone dans laquelle il nous semble qu'il y a le plus de discontinuité, et on appelle ça un Global Stratotype Section Point, un GSSP, et on considère, voilà, c'est là que telle période géologique se termine, c'est là que telle autre commence, et s'il y a un endroit dans le monde où la rupture est bien nette, on va dans cet endroit, on plante un clou doré, et éventuellement on fait un monument à côté, voilà. Et donc il y a quelque chose d'extrêmement officiel dans ce processus-là, mais dans lequel on demande des preuves qui sont gravées dans les sédiments. Ça, c'est une première définition possible de l'Anthropocène. Une deuxième définition est proposée par les sciences du système Terre. Pour eux, ils considèrent qu'il n'y a pas que le sédiment qui compte, il n'y a pas que la roche qui compte, que la Terre, c'est un système complexe dans lequel il y a certes les sédiments, c'est la lithosphère, mais il y a aussi la cryosphère, et donc la glace, l'hydrosphère, l'atmosphère, la biosphère, et que ce qui compte finalement, c'est le changement. Leur question, c'est est-ce qu'il y a un changement d'état de ce système complexe ou pas? Et si la meilleure trace de ce changement d'état est plutôt dans l'atmosphère que dans les sédiments, à la limite, ils s'en foutent.
hein. Ils n'ont pas l'exigence que la preuve soit forcément dans les sédiments. Ici, vous avez une phrase du président du groupe sur l'Anthropocène, qui est pourtant un géologue, un stratigraphe, qui dit « L'Anthropocène, ce n'est pas uniquement le fait de découvrir des traces humaines dans les sédiments, mais c'est de savoir s'il y a un changement dans l'état du système Terre, en tant que système. » Donc vous voyez qu'il peut y avoir finalement, entre différentes communautés scientifiques, des normes de preuves différentes pour justifier s'il y a ou il n'y a pas un Anthropocène, quand est-ce qu'il commence, etc. Donc les discussions vont se continuer jusqu'en 2016. Faut savoir que l'Holocène a été proposé sous un autre nom dans les années 1830 par Charles Lyell, qui était un grand géologue de l'époque, qui n'a été officiellement validé que 50 ans plus tard, dans les années 1880. Donc les géologues, ils travaillent sur un temps long, ils travaillent sur des millions d'années, des milliards d'années. Ils n'ont aucune raison de se précipiter pour valider une époque qui serait un peu récente, qui n'aurait que quelques siècles. Donc ils sont très prudents, ils y vont doucement. Ce n'est pas forcément en 2016 que ça sera officiellement dans l'échelle des temps. Il y a une troisième définition de l'Anthropocène qui est, à mon avis, un peu plus faible, que j'ai dit, celle des géographes, celle des journalistes, celle qu'on entend plus dans l'espace public. Ça consiste à dire, voilà, l'empreinte humaine est énorme. C'est ce que je vous ai dit sur la biomasse capturée par les humains, les 97% des vertébrés, c'est l'usage des sols qu'on peut cartographier depuis 10 000 ans, on montrait l'utilisation progressive des sols, je vous montrerai une photo tout à l'heure, etc. Ça consiste à dire finalement, les humains ont pris une place énorme sur la planète. Bon. Donc vous voyez que quand bien même la commission de stratigraphes de 2016 n'aura pas donné son feu vert, à mon avis, la définition du deuxième groupe reste tout à fait opératoire et on pourra continuer dans beaucoup de revues scientifiques et aussi dans l'espace public, et nous, en tant que citoyens, malgré tout, à parler d'Anthropocène et à se poser des questions sur ce que ça veut dire, quelles sont les conséquences culturelles, intellectuelles, politiques de la chose. Alors, il y a une question aussi que les scientifiques se posent, c'est quand est-ce que l'Anthropocène a commencé? Il y a plusieurs candidats à ce début de l'Anthropocène. Certains, c'est la thèse de l'Anthropocène précoce, un glaciologue qui s'appelle Rudiman notamment. Il dit, voilà, c'est la courbe verte que vous voyez sur le deuxième. Vous voyez qu'elle descend jusqu'à il y a 5000 ans et puis qu'elle remonte un petit peu après. C'est qu'à partir d'il y a 5000 ans, le méthane a commencé à augmenter dans l'atmosphère parce qu'il y a eu déforestation, parce qu'il y a eu élevage, parce qu'il y a eu agriculture et notamment la riziculture qui a émis du méthane. Donc déjà en moins 3000, du fait du néolithique et de l'extension de l'agriculture, les humains ont commencé à émettre des quantités importantes de méthane et on peut tracer cette évolution. On pourrait même dire, et c'est une hypothèse qui est en discussion, que s'il n'y avait pas eu d'activité humaine agricole à ce moment-là, on aurait pu rentrer dans un nouvel âge glaciaire assez vite, peut-être en ce moment, ou dans 2000 ans, ou dans 10 000 ans, et que quelque part, cette première activité humaine a stabilisé la Terre dans son état de l'Holocène. Donc a maintenu une certaine stabilité. Donc ça c'est une première hypothèse, mais en même temps ce n'est pas un dérèglement du système Terre. D'une certaine façon, c'est une intervention humaine qui est d'ampleur globale, mais qui a plutôt stabilisé l'Holocène. Donc on ne peut pas forcément dire que c'est un marqueur d'une nouvelle période. C'est un marqueur d'une empreinte humaine qui commence déjà à jouer un rôle. Là vous avez justement la carte de l'artificialisation des sols par l'agriculture. Vous voyez qu'en Asie, il y a déjà plus de 5000 ans, en Asie, en Amérique centrale, dans les Andes, au Moyen-Orient, il y a déjà une forte transformation des sols par l'agriculture. Et là, vous avez de nouveau la courbe du méthane. Deuxième date qui a été proposée, c'est la conquête de l'Amérique. C'est un article tout récent qui est sorti dans Nature le mois dernier, en mars. Effectivement, si on regarde les carottes glaciaires, on s'aperçoit qu'il y a un petit creux
du carbone, du dioxyde de carbone autour de 1610, que tout le XVIe siècle, on a une chute assez importante et qu'ensuite, du fait ici de la révolution industrielle, le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ne cesse d'augmenter. Qu'est-ce que c'est que ce petit creux, cet étiage de 1610? En fait, ça correspond à la conquête de l'Amérique et à l'ethnocide de 50 millions d'Américains. Donc on a un processus dramatique de l'histoire qui se retrouve immortalisé dans les glaces de l'Arctique. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la conquête, on a une transmission de toute une série de maladies, on a du travail forcé, on a les guerres, et la population de l'Amérique, qui était à peu près de 54 à 60 millions d'habitants quand Christophe Colomb a posé son pied aux Antilles, tombe, colonisateurs compris, à 6 millions en 1650. Donc ça fait à peu près un manque à gagner de 50 millions de personnes. Avec le calcul des pratiques agricoles de l'époque, il faut 1,3 hectare par personne pour nourrir. Donc il y avait plus de 65 millions d'hectares de terres qui étaient utilisées pour l'agriculture dans la période précolombienne, qui sont retournées à l'état de forêt en quelques dizaines d'années. Ces forêts, elles ont capturé du carbone et du coup, vous avez la trace géologique de la conquête de l'Amérique et de la destruction d'un ethnocide, finalement, de la destruction de 90% de la population amérindienne. Alors ce marqueur-là, il y a un autre élément, c'est par exemple la biodiversité. C'est-à-dire qu'il y a 200 millions d'années, il y a eu la séparation du vieux monde et de l'Amérique. Du coup, les flores et les faunes ont évolué de façon séparée, donc des espèces différentes, des familles différentes se sont constituées. Et avec la conquête de l'Amérique, il y a eu de nouveau des échanges de plantes, des transferts de plantes, le maïs qui est venu en Europe, toute une série de plantes et d'animaux du vieux monde qui sont passés dans le nouveau monde, etc. On a eu un processus dont les géologues qui regarderont les sédiments et les fossiles dans 1 million d'années, s'il y a encore des géologues, pourront, ça laissera aussi des traces. Donc c'est un candidat tout à fait intéressant pour les géologues. C'est en même temps un marqueur d'une catastrophe humaine, c'est la naissance du capitalisme, c'est la naissance du colonialisme européen. Donc ça peut se corréler avec toute une série de transformations historiques majeures. Troisième date possible, la révolution industrielle. Alors, une critique qu'on peut faire à cette date, c'est que ce petit creux-là, en fait, ça descend seulement à 272 parties par million, c'est-à-dire qu'on ne sort pas des fourchettes de l'Holocène. Certes, c'est le point le plus bas du carbone dans l'atmosphère depuis 1000 ou 2000 ans, mais il y avait déjà eu des points aussi bas que ça dans l'Holocène. Donc on reste à l'intérieur finalement. L'Holocène, en gros, c'est entre 265 et 285 parties par million, le dioxyde de carbone. Aujourd'hui, on est à 400, pour vous donner. Donc on est vraiment sorti de la fourchette. Mais à cette époque-là, il y a une petite baisse. C'est un excellent marqueur historique finalement de la naissance du capitalisme et de l'ethnocide amérindien, mais ce n'est peut-être pas suffisamment convaincant comme rupture géologique. Par contre, avec la révolution industrielle, dès les années 1830-1850, le taux de dioxyde de carbone sort des fourchettes de l'Holocène. C'est-à-dire qu'il se met à dépasser 285 parties par million, monter jusqu'à 400 aujourd'hui. Et donc il y a toute une série d'autres arguments qui ont été mis en avant par Paul Crutzen, dont je vous parlais tout à l'heure, pour dire ça c'est un moment de rupture important. Et dans le reste de ma présentation, je prendrai plutôt ça comme point de départ, même si je suis aussi très intéressé par cette... parce qu'il y a beaucoup de travaux qui montrent que la révolution industrielle n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu le drainage des matières premières de l'Amérique, produites avec de la main-d'œuvre esclavagiste
liées à l'échange triangulaire. Donc à la limite, ces deux dates, d'un point de vue historique, sont assez congruentes. Et un dernier argument, puisqu'il faut convaincre les stratigraphes qu'il faut avoir des pics bien nets, c'est de dire pourquoi ne pas prendre les essais nucléaires qui commencent en 1945, juillet, puis les deux bombes Hiroshima et Nagasaki, puis des milliers d'essais nucléaires, et puis ensuite il y a un accord en 1963 pour interdire les essais en plein air, on se met à les faire en souterrain, et du coup les teneurs en radionucléides se mettent à diminuer, et donc on a un beau pic en 1964, et donc on pourrait dire que l'Anthropocène commence quelque part entre 1945 et 1964, ce qui correspond assez bien à toutes les courbes que je vous ai montrées ici. J'aurais dû la mettre, voilà, celle-ci. Hein, vous voyez que la plupart des courbes, elles montent à la verticale après 1945. C'est ce que les scientifiques appellent la grande accélération. La population, la déforestation, l'état de la biodiversité, le changement climatique, tout ça, ça monte à l'exponentielle après 1945. Donc c'est aussi un marqueur tout à fait plausible qui sera discuté par cette commission. Donc voilà, maintenant je vous ai présenté l'état des discussions, enfin des preuves, des arguments et des controverses entre scientifiques. Si on les résume de façon assez simplifiée pour nous, pour la suite de notre discussion, on peut dire que ce qu'on vit, ce n'est pas juste une crise environnementale. Par exemple, le carbone qu'on émet aujourd'hui, il en reste 80% dans 1000 ans. Quand bien même on serait parfaitement vertueux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il faudra plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires pour que la Terre retrouve sa trajectoire atmosphérique ou sa trajectoire climatique pré-industrielle. Donc on est sur des temporalités extrêmement importantes. Donc c'est un déraillement géologique, c'est vraiment un changement d'époque. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler de façon simple et rapide. Ce changement de régime d'existence de la planète, il est d'origine humaine, et du coup, ça confronte l'humanité à une situation complètement nouvelle. C'est-à-dire qu'on peut dire, la planète, elle a déjà connu ça depuis 4,5 milliards d'années, elle est passée sur tous les paramètres que je vous ai montrés par des situations beaucoup plus extrêmes. Donc elle va s'en remettre, pas de problème pour elle, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas la fin du monde. Par contre, pour les humains, on se retrouve dans une situation qui est radicalement nouvelle. Je vais vous donner 3 exemples. Plus 4 degrés en 2100, perspective presque optimiste s'il n'y a pas d'insurrection ou de prise de conscience extrêmement forte. La dernière fois que la planète a connu ça, c'était il y a 3 millions d'années. Homo habilis, le genre humain, c'est 2,5 millions d'années. Donc les humains n'existaient pas encore. La crise de biodiversité, des extinctions d'espèces 100 à 1000 fois plus rapide que la moyenne géologique. La dernière fois que ça s'est produit, on parle de 6e crise aujourd'hui, la 5e, c'est il y a 65 millions d'années, quand un météorite est venu frapper l'Amérique centrale et provoquer l'extinction des dinosaures et de toute une série d'autres espèces. Donc là, pareil, on n'était pas là. Et le 3e exemple, c'est l'acidification des océans, dont je vous disais que c'était assez crucial pour tous les écosystèmes marins. La dernière fois que l'océan a été aussi acide qu'aujourd'hui, avec une trajectoire d'acidification aussi importante qu'aujourd'hui, c'est 300 millions d'années. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'on va être à court terme dans des états de la planète que l'humanité n'a jamais connus. C'est-à-dire que nos enfants, et nous-mêmes dans quelques décennies, on va se retrouver face à des changements environnementaux auxquels on n'est pas préparé, qu'on n'a pas connus. Que biologiquement, si on raisonne en termes purement biologiques et darwiniens, l'espèce humaine n'est pas préadaptée à ces nouveaux états de la planète dans lesquels on va se retrouver, peut-être. Et en termes culturels, il n'y a pas eu de transmission d'une mémoire environnementale, il n'y a pas eu de transmission de savoir-faire pour gérer, pour savoir vivre
dans ce nouvel état de la planète. Vous savez que des populations paysannes sont capables de se transmettre une mémoire environnementale de 1 siècle, 1 siècle et demi. Des paysans au Sénégal sont capables, en gérant les différentes espèces qu'ils sèment, les différentes parcelles sur lesquelles ils sèment, les dates auxquelles ils sèment, au bord du fleuve Sénégal, par exemple, parfois quand il pleut, ça monte beaucoup, quand c'est sec, ils sont capables de tamponner par leur pratique agricole des variations climatiques à peu près séculaires. C'est-à-dire que par leur pratique incorporent une mémoire de l'état de l'environnement d'il y a 1 siècle. Ils gèrent cette possibilité. Par contre, une mémoire d'il y a 300 millions d'années, on n'a pas. Donc c'est en ça qu'on peut dire que l'humanité se trouve dans une situation radicalement nouvelle. C'est une nouvelle condition humaine qui s'ouvre à nous. Et du coup, le défi, c'est comment penser autrement. Comment sortir des visions du monde, des cadres de pensée et d'action qu'on hérite de la modernité, et notamment de la modernité industrielle qui nous ont fait rentrer dans cet anthropocène. Donc ça sera ma deuxième partie. Je présenterai 4 aspects. Le premier aspect, c'est comment retrouver une histoire commune avec la Terre. C'est-à-dire que jusqu'au XVIIIe siècle, on pouvait penser que l'histoire de la Terre et l'histoire de l'humanité sont commensurables. Elles partagent une même histoire. On pensait que la Terre avait 5-6 000 ans. Il suffisait de compter les générations dans l'Ancien Testament, puis on avait à peu près une estimation de l'âge de la Terre, la création par Dieu, etc. Certes, les humains étaient nés quelques jours plus tard, mais ce n'était pas grand-chose, quoi. Et puis Buffon se met à faire des expériences. Il se dit, la Terre, à l'époque, on pense que la Terre, c'est un bout du Soleil qui s'est détaché, donc il était très chaud, donc il se refroidit, et en faisant chauffer une boule de métal, et en regardant en combien de temps elle se refroidit, peut-être qu'on peut extrapoler l'âge de la Terre. Buffon, il tombe sur 70 000 ans. Déjà, c'est en contradiction avec la Bible, et il est il marche sur des œufs par rapport aux autorités religieuses de son temps. Et puis, plus on va aller dans le 19e, plus l'âge de la Terre va s'allonger. À la fin du 19e, on est à plus de 500 millions d'années, comme estimation de l'âge de la Terre. Donc, tout à coup, on réalise que la Terre est plus vieille que l'homme, qu'elle existait avant lui, et que finalement, les hommes et les femmes ne sont que des petits moustiques qui sont arrivés dans le tout dernier épisode de l'histoire de la Terre. Ça, c'est exprimé notamment par le grand géologue de l'époque, Charles Lyell, que vous avez à gauche. Il dit « S'il y avait un martien qui débarquait sur la Terre, il percevrait bientôt qu'aucune des lois fixes et constantes du monde animé et inanimé n'a été déviée par l'activité humaine. » C'est vraiment, nous ne sommes que des petits moustiques. La Terre a sa temporalité très longue, ses lois très lentes, l'érosion c'est très lent, la montée des montagnes c'est très lent, etc. Donc il y a quelque chose de différent entre l'histoire de la Terre et l'agir humain. L'agir humain n'est qu'un petit moustique, et donc pour bien étudier le monde naturel, il faut laisser de côté les humains. Arrêter d'être anthropomorphique, s'imaginer que la Terre a ses propres temporalités, qu'elle évolue très lentement, etc. Darwin, 1859, l'origine des espèces, c'est pareil. Pour expliquer l'évolution des espèces les unes dans les autres, il faut un temps très long. Donc on a des sciences de la nature qui se mettent à étudier la nature comme quelque chose d'extérieur, de séparé des humains et de non influencé par les humains. Et de l'autre côté, on a la naissance des sciences humaines, des sciences sociales. Ici, c'est Jules Michelet, un des fondateurs de l'histoire en France. Il va, de son côté, produire un discours sur notre histoire, notre processus de civilisation, le progrès, la marche vers l'émancipation, qui est un arrachement contre la nature. Vous voyez que le monde, c'est l'histoire de la lutte de l'homme contre la nature. L'histoire n'est pas autre que le récit de cette interminable lutte, le triomphe progressif de la liberté. Et cocorico, la nature ne bouge pas, la nature reste la même, tandis que chaque jour, l'homme prend quelque avantage sur elle. Donc on est dans l'autre côté de la schizophrénie, si vous voulez, c'est que du point de vue de l'histoire humaine,
la Terre bouge tellement lentement qu'on peut la considérer comme statique, alors que nous, les humains, on est en plein progrès, en pleine marche vers l'avenir. Donc vous voyez un petit peu cette espèce de grande séparation qui se fait entre l'histoire de la Terre et notre histoire à nous, une espèce de disjonction temporelle. Du coup, finalement, le discours du progrès, c'est la promesse de nous arracher à la nature, c'est d'avancer dans l'histoire en se coupant de la nature, en actant le fait qu'il y a deux temporalités, deux essences différentes de l'histoire humaine et de l'histoire de la Terre, et que ce qui est en train de se passer avec l'Anthropocène, c'est que cette vision-là, née au début du XIXe siècle, est réfutée. C'est-à-dire que la géologie fait irruption dans l'histoire. Le système Terre nous revient en boomerang. On a cru s'arracher à toute détermination naturelle et les transformations chaotiques de la planète menacent nos vies, nos existences, notre sécurité, les équilibres géopolitiques, etc., etc. Donc la Terre vient percuter le monde. Donc on n'est pas comme dans Mélancolia, l'image que vous avez ici, dans une situation où c'est une planète extérieure qui vient nous percuter, mais c'est nous-mêmes qui avons lancé la Terre sur un train qui vient nous percuter, comme un boomerang, si vous voulez. Et du coup, puisque l'Anthropocène vient réfuter d'une certaine façon cette séparation nature-culture, cette séparation des temps, cette séparation ontologique qui s'est faite, ce que je vais faire rapidement, c'est vous raconter comment elle s'est durcie en plein milieu de la modernité industrielle et comment même c'est parce qu'on a pensé la nature comme extérieure qu'on est rentré dans l'Anthropocène. Ça a été un facteur culturel, une sorte d'idéologie dans laquelle on se représente la nature comme extérieure et immobile, qui nous a autorisés, qui nous a désinhibés pour rentrer dans un modèle de développement, des formes d'action, des formes de rapport au monde qui ont commencé à faire, entre guillemets, dérailler la planète de l'Holocène vers l'Anthropocène. Et notamment, une rupture anthropologique importante, c'est le passage d'une base énergétique hydraulique, éolienne et musculaire à une base énergétique fossile. Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses à l'économie, etc. Mais anthropologiquement, en termes de représentation du monde, ça change aussi beaucoup de choses. Les énergies flux, les muscles de l'âne ou de soi-même, le vent et l'eau, sont des énergies variables avec lesquelles il faut composer. Quand il n'y a pas de vent, le meunier ne travaille pas, etc. Et donc ça, on considère la nature comme un partenaire qui bouge. Et on est dans un rapport de ruse, de danse, de partenariat, de négociation avec cette nature. Alors que le charbon, c'est quelque chose qu'on va prélever une fois pour toutes, qu'on amène, on fait une grosse pile à côté de la machine à vapeur, et ensuite on a un gros tas, et il n'y a plus qu'à alimenter la machine à vapeur, on aura une production régulière. Ça change complètement le rapport au temps, le rapport à la nature. Vous avez ici un des penseurs de la révolution industrielle, Sadi Carnot, et un des pionniers de la thermodynamique, qui en 1824 explique que l'avantage du charbon sur toutes les autres énergies, c'est qu'elle a l'avantage inappréciable de pouvoir s'employer en tout temps et en tout lieu et de ne jamais souffrir d'interruption dans son travail. Vous voyez qu'on a un mode de raisonnement industriel. Il s'agit d'être régulier, prédictif, de produire de façon stable, etc. Et c'est un nouveau rapport au temps qui s'installe, c'est le rapport du temps industriel, où l'ouvrier doit arriver à telle heure, être soumis à tel rythme de travail, etc. On change de rapport au temps. Et c'est aussi ce temps industriel qui est un petit peu la base d'une vision progressiste du temps, d'une vision d'un temps mesuré qui a des durées équivalentes et qui nous emmène tout droit de façon linéaire vers quelque chose de prédictif, quelque chose de croissant, quelque chose qui va vers le mieux. C'est quelque chose où l'avenir est meilleur que le présent, l'avenir sert de juge au présent. C'est ce que l'historien François Hartog a appelé un régime d'historicité futuriste,
Donc une certaine idéologie d'un temps linéaire et progressif. Avec le charbon, on a aussi l'impression que la nature est un grand magasin. Vous voyez ici quelques citations des années 1810 à 1835. La nature a mis en réserve, longtemps avant la formation de l'homme, d'immenses provisions de combustible dans les mines de houille. Ces espèces de magasins où la nature a préparé et mis en dépôt des richesses que l'industrie et les capitaux achèvent. J'adore le mot achève. En tout cas, vous voyez que le charbon, on sait que c'est un produit de l'activité solaire et des plantes d'il y a longtemps. Dans les théories géologiques du début du 19e, c'est quelque chose qui est acquis. On sait que c'est des plantes fossilisées, le charbon. Et on a l'impression que la Terre est tellement vieille qu'il s'est accumulé des réserves pour plusieurs siècles ou plusieurs milliers d'années. Il y a déjà des controverses sur combien il en reste, etc. Mais le consensus à cette époque-là, c'est qu'il y en a pour plusieurs siècles ou pour plus de 1000 ans. Et donc, on a l'impression qu'on est assis sur un stock qui est quasi inépuisable, qui nous a été livré clé en main par le temps d'avant nous, un autre temps qui était avant les humains. Donc, c'est vraiment la nature comme un grand magasin, la nature comme un grand extérieur qui ne bouge pas, qui est statique, qui est immense, qui est majestueuse, qui est finalement illimitée et non affectée par les prélèvements qu'on y fait. Du coup, il y a même des débats très tôt sur que devient le dioxyde de carbone quand il va dans l'atmosphère avec ces machines à vapeur. Un des grands ingénieurs, inventeurs, mathématiciens, Charles Babbage, en 1832, il dit ah bah tiens, il y a du charbon solide, du carbone solide qui passe à l'état gazeux dans l'atmosphère. Comment la nature se débrouille pour refaire du carbone solide après? On ne sait pas bien, il dit, les moyens par lesquels la nature reconvertit ces éléments ne sont pas suffisamment connus. Mais il dit, ne nous inquiétons pas, la nature est tellement grande, tellement vaste que quelque part, il y a un grand cycle qui est incessamment au travail pour rendre réversible sur des espaces et des temps très longs les actions du petit moustique que seraient les humains. Donc cette grande planète-là, cette grande extériorité, elle nous rassure sur les conséquences de notre agir. Et là, par exemple, aussi un peu plus tard, un chimiste français, il fait le calcul que nos émissions de dioxyde de carbone, c'est plus que ce que les plantes capturent. Donc on dépasse quelque part une limite, mais il dit « Oh, mais l'atmosphère est un sac qui est tellement grand que malgré tout, la composition du CO2 dans l'atmosphère ne bouge pas. » Donc ces quantités si considérables qu'elles nous paraissent ne sont rien eu égard à l'immensité de notre atmosphère. Vous voyez, il y a une extériorité immense qui tamponne tout ce qu'on peut faire. Et le débat est un peu le même autour des pollutions. Il y a déjà des énormes controverses autour des pollutions, à Marseille autour des usines de soude, à Paris autour des usines à gaz, de toute une série de nuisances industrielles, des médecins qui s'inquiètent. À Manchester, il y a déjà des problèmes sanitaires. Lisez Charles Dickens, vous voyez qu'il fait très sombre, il n'y a pas de soleil, les populations sont rachitiques. À la fin du 19e siècle, tous les originaires de Manchester ou presque sont réformés par l'armée britannique pour la guerre des beurs parce qu'ils sont tellement malingres que ça ne fait pas des bons soldats. Donc dès les années 30-40, il y a des débats sur les pollutions industrielles à Manchester, en France également, et les chimistes de l'Académie des sciences cherchent à rassurer la population en calculant le taux dans l'atmosphère de toute une série de composants, l'azote, le carbone, l'hydrogène, etc. Et ils calculent qu'à différentes latitudes, à différentes altitudes, grosso modo, c'est constant. Et donc, ils concluent, tout ce qui se passe à la surface de la Terre, toutes ces pollutions, etc., dont des médecins se plaignent, là, et des ouvriers ou des riverains, tous ces événements que notre imagination se plaît à grandir passent pour ainsi dire inaperçus en ce qui concerne la composition générale de l'air qui nous entoure. Donc le fait de concevoir la nature comme une espèce de grand extérieur très stable, ça permet de disqualifier les perceptions, les alertes et le travail de certains médecins qui peuvent porter l'alerte sur certains problèmes des débuts de l'industrialisation. Donc au total, finalement, on a
un grand partage temporel entre nature et société, qui relèverait de temporalités différentes. On a un grand partage d'échelle, la société est plutôt petite, alors que la Terre est très vaste et tamponne tout. Du coup, il n'y a pas de limite. On a un partage cinétique, c'est-à-dire la nature ne bouge pas, alors que nous, on bouge. Haha, cocorico. Et donc, c'est ce que le philosophe Sloterdijk a appelé un nihilisme cinétique, où on dénie à la nature son mouvement. On va la considérer comme quelque chose de très lent et très statique. Et du coup, on voit le monde comme une ressource, comme quelque chose de statique qu'on prélève, et non pas comme quelque chose de dynamique dont on peut être le partenaire. Et puis, à cause de ces différents grands partages, on a un grand partage ontologique qui a été étudié par l'anthropologue Philippe Descola. Il appelle ça le naturalisme occidental, dans lequel on fait une séparation brutale entre les humains qui ont une intériorité, des objectifs, une téléologie, une volonté, etc., et les non-humains, soit les végétaux ou les animaux, ou les minéraux, qui, eux, ont la même matérialité que nous, ils sont faits d'atomes et de molécules, mais ils n'ont pas le statut de personne que certaines autres cultures peuvent attribuer, notamment les populations amérindiennes, peuvent attribuer aux animaux, etc. Et du coup, Descola nous fait un tableau selon qu'on attribue aux non-humains la même matérialité que nous sur un axe oui-non, et la même intériorité, statut de personne ou pas, sur un axe oui-non. Il y a 4 cases dans ce tableau, et le naturalisme occidental n'est qu'une des 4 cases. Et on peut trouver des cultures sur Terre qui ont des rapports à la nature totalement différents de nos rapports. Ce grand partage a été consolidé par la révolution industrielle et cette séparation entre l'histoire de la Terre et la construction des sociétés. Du coup, à cause de cette coupure, on va avoir une économie. Ici, c'est Jean-Baptiste Say, un des premiers économistes libéraux au début du XXe, enfin un peu après Adam Smith. Il dit carrément, laissons la question des richesses naturelles aux savants qui s'occupent des choses naturelles, on les laisse faire les inventaires, mais grosso modo, les richesses naturelles sont inépuisables, donc elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. C'est le début de 2 siècles d'ignorance et d'externalisation de la question des limites de la planète par l'économie dominante. Mais il y a aussi la sociologie ou l'histoire auquel on peut adresser la même critique, de ne pas avoir pris en compte les flux de matière et d'énergie, la matérialité qui font la trame de l'histoire de nos sociétés. Par exemple, la sociologie se construit contre l'argument climatique. Vous savez que Montesquieu, dans l'Esprit des lois, disait que le climat influence les mentalités, les us et les coutumes des populations au XVIIIe siècle, il écrivait ça. Auguste Comte, puis Émile Durkheim, grand fondateur de la sociologie en France, disent « mais pas du tout. Les sociétés ont leurs propres lois d'évolution et plus elles se développent, moins l'environnement les influence. » Et donc, le propre de la sociologie, c'est d'étudier les lois propres aux sociétés, les sociétés telles qu'elles se construisent elles-mêmes, telles qu'elles s'autodéterminent, sans être du tout dépendants ou influencées par quoi que ce soit qui aurait un rapport avec la nature, si vous voulez. C'est par exemple le travail de Durkheim sur le suicide, où il dit que ce n'est absolument pas les variations du climat ou les hivers très sombres qui expliquent le suicide. Le suicide, c'est un fait social total et il faut regarder les causalités purement sociales des taux de suicide. Donc, voilà. Donc on a des sciences humaines et sociales qui se construisent en ignorant tout processus naturel, si vous voulez. On a des sciences humaines, des sciences dures qui sont inhumaines, au sens où elles considèrent que les humains sont insignifiants dans les objets qu'elles étudient. Et on a des sciences humaines et sociales qui vont être anaturelles, qui vont externaliser la nature comme ne faisant pas partie de leur champ de compétences. Et notre monde universitaire, notre architecture des savoirs est basée sur cette grande séparation entre d'un côté les sciences et de l'autre les sciences humaines et sociales. Et plus les sociétés sont civilisées, plus elles sont loin de la nature. Les quelques sociétés qui sont un peu influencées par les processus naturels, c'est les sauvages, c'est les semi-civilisés. Voilà. Alors que nous, les sociétés industrielles, on est purement construit, notre développement est purement lié à des causalités sociales.
Alors, vous voyez que l'Anthropocène questionne tout ça parce que justement, on a le retour de la nature dans la société et l'influence de l'homme dans la géologie. Deuxième question fondamentale, c'est la question du progrès. D'une certaine façon, l'Anthropocène marque la faillite du progrès considéré comme général, continu et indéfini, parfois même supposé nécessaire dans les discours du XIXe siècle et une partie du XXe siècle, qui serait gravé dans des lois de l'histoire. La promesse du progrès, c'était d'améliorer notre condition en dominant la nature, en nous arrachant à tout déterminisme naturel, en nous arrachant au monde de la nécessité. Par exemple, Condorcet, dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès humains en 1793, il écrivait « La nature n'a mis aucun terme à nos espérances ». Il n'y a pas de limite à notre épanouissement dans la nature. Cette nature, cette terre à laquelle on a cru s'arracher, finalement, nous revient avec l'Anthropocène, comme je vous le disais. Ces évolutions chaotiques, des tempêtes, ces limites de cette planète se remettent à influer les trajectoires historiques, la géopolitique, etc. Et donc nos sociétés sont désorientées aujourd'hui parce que cette croyance dans le progrès et dans la puissance humaine sur la Terre se retourne en un constat d'un assujettissement de nos vies à des contraintes non maîtrisées, à des incertitudes radicales. Quand je vous disais sortir de l'Holocène, c'est rentrer dans des incertitudes. Voilà. Et donc ça renvoie à la notion de non-linéarité du temps, qui est totalement contraire à la linéarité du temps industriel de l'idéologie du progrès. Ça, c'est des travaux de l'écologie des années 70. C'est C.S. Holling, un des spécialistes de la résilience, depuis. Il dit, voilà, en fait, contrairement à ce que pensait l'écologie de la période de Linné, qui était centrée sur l'équilibre, l'harmonie, contrairement à l'écologie de la période d'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, de Odum, qui était centrée sur les écosystèmes comme des sortes de grandes usines qui recyclent, qui font circuler la matière et l'énergie, mais qui atteignent un état stable. L'écologie de Odum dans les années 50, c'est un peu comme une usine Fordiste de production de voitures. On est dans un régime bien stable. Holling dit, dans les années 70, ce n'est pas du tout ça. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, les écosystèmes passent par des phases, certes, de croissance et à un moment, on a l'impression qu'on est à ce que les écologues appelaient le climax, une sorte d'état stationnaire, mais il peut arriver une perturbation, une plante invasive, un incendie, etc. Et on a un processus d'écroulement, d'effondrement qui se produit ici, puis une réorganisation, etc. Et donc on a un temps un peu cyclique qui se joue ici. Donc on sort de cette vision du temps linéaire qui était un petit peu la marque de notre vision du progrès. Ce qui est intéressant, c'est que cette mutation de l'écologie, ça arrive, cet accent sur la perturbation, la discontinuité qu'on va retrouver dans l'écologie des paysages, dans la théorie des métapopulations dans les années 70, dans les approches réseau des années 2000 en écologie, des approches systèmes complexes, plutôt que de voir les écosystèmes comme des choses bien stables. Vous allez retrouver ces évolutions dans beaucoup de domaines de la pensée. En économie, dans les années 50, c'était la loi de l'équilibre des marchés qui était dominante. À partir des années 70, c'est pareil, c'est plutôt la perturbation, le désordre, le chaos qui devient la norme dans ce qui est l'écologie dominante de ce moment-là. On va de plus en plus vers une économie, microéconomie, une économie financière. On va mobiliser des approches de la théorie du chaos, des sciences de la complexité pour étudier les phénomènes financiers dans l'économie. Et c'est des choses qu'on peut rapprocher aussi des transformations sociales plus profondes. On passe d'un monde stable, relativement régulé, avec des protections sociales, avec un emploi à vie, etc., à une société où on perd toute une série de repères de stabilité et de protection. C'est ce que Zygmunt Bauman a appelé la société liquide.
C'est ce que des sociologues qui s'appellent F. Chiapello et Luc Boltanski ont appelé le capitalisme par projet, dans lequel il faut en permanence se réinventer, changer d'identité, passer à un nouveau projet, etc. C'est finalement l'instabilité qui devient la norme dans la façon d'évaluer les personnes, leurs compétences, dans la façon d'évaluer les entreprises et aussi dans la façon dont on regarde les écosystèmes. Donc de ce point de vue-là, il y a une sorte de basculement idéologique. On passe d'une vision d'un avenir linéaire et croissant à ces visions de l'instabilité permanente, du chaos et de la perturbation, qui sont aussi des visions dominantes du néolibéralisme. Je ne dis pas qu'avant c'était pas bien, il faut rejeter l'idéologie du progrès et par contre ces visions de l'instabilité néolibérale c'est vachement bien. Je vous pose simplement deux idéologies, deux visions du monde, etc. L'autre aspect, c'est que l'idée du progrès, ça renvoyait à l'idée... En fait, ce qui se passe, c'est que non seulement on réalise qu'on est dépendant ou contraint par des processus naturels, des crises écologiques, etc., mais on réalise ces dernières années, ces dernières décennies, que ces contraintes sont de plus en plus inégalement réparties. Je ne sais pas si vous avez lu l'énorme pavé de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Il nous raconte le retour du pouvoir des riches. Notamment aux États-Unis, 1% de la population des revenus les plus élevés a capturé 60% de la croissance depuis les années 77. Donc il y a une inégalité croissante depuis 40 ans qui fait que les classes moyennes, ou ceux qui ne sont pas dans les 1% justement, ont le sentiment que nos enfants vivront dans des conditions matérielles moins bonnes que nous. Vous savez que dans plusieurs pays d'Europe, l'espérance de vie en bonne santé, pas seulement en Grèce, où c'est un véritable effondrement sanitaire, mais y compris en France, en Allemagne, quelques pays scandinaves, l'espérance de vie en bonne santé a diminué. Donc l'espérance de vie, c'est vraiment le truc qui n'a pas cessé d'augmenter ces dernières décennies et qui était le marqueur le plus fort de l'idée de progrès. Même ça, c'est en train de vaciller en ce moment du fait de la poussée des maladies chroniques, des questions de santé environnementale, les maladies cardiovasculaires, l'obésité et j'en oublie encore, les cancers, qui sont des problèmes sanitaires majeurs non seulement dans les pays riches parce qu'on vit plus longtemps, etc., mais aussi les cancers de l'enfant qui augmentent en taux d'incidence. Donc ce n'est pas juste parce qu'on vit plus longtemps qu'on a plus de cancers, et qui sont également des problèmes sanitaires majeurs dans les pays du Sud. Il y a 60 ans, c'était les maladies infectieuses qui étaient la première cause de mortalité dans le monde. Aujourd'hui, c'est les maladies chroniques, qui sont également des bombes à retardement en Chine, en Inde, au Mexique, etc. Donc ce n'est pas un problème de riches. Les maladies chroniques, c'est devenu un problème sanitaire mondial. Alors, cette montée des inégalités, et qui questionne aussi notre rapport au progrès, va m'amener à reprendre à nouveau frais la notion de progrès chez les Lumières. Par exemple, chez quelqu'un qui est un peu conservateur, François Guizot, qui était historien avant d'être homme d'État, disait en 1828 qu'il y a deux définitions dans le progrès, deux dimensions. La première, je cite, une production croissante des moyens de force et de bien-être de la société. Et la deuxième, une distribution plus équitable. Tout ça, c'est des citations. Alors, la première définition, celle de la production croissante, finalement, c'est l'idée de ce qu'on appelle le productivisme, d'augmenter la part de gâteau pour régler la question sociale, pour limiter les contestations, pour assurer la paix sociale, donc pour différer la question du partage. C'est finalement ce qu'on a vécu depuis 2 siècles. Un des plus grands chantres de l'industrialisme, c'était Saint-Simon. Je vais vous montrer une citation de lui tout à l'heure. En gros, il dit « La France est en situation de trouble et de révolution permanente.
pour arrêter ça, ce désordre permanent, il faut produire plus de façon à ce que tout le monde devienne un consommateur et que le gouvernement des hommes disparaisse au profit de l'administration des choses. On va administrer l'abondance et on aura stabilisé la société française. Ça va prendre un siècle, hein, il faut arriver à la Troisième République pour que cette stabilisation s'opère. C'est François Furet qui a analysé ce siècle de révolution et de stabilisation progressive dans son livre sur la pensée et la révolution. Pourquoi je vous dis tout ça? En gros, ça consiste finalement à augmenter le gâteau pour différer la question de l'égalité. Et la deuxième définition, celle d'une distribution équitable, finalement, c'est une autre conception du progrès qui met au premier plan finalement la question du partage, du bien vivre, du faire société, éventuellement dans une société plus sobre qui aurait une empreinte écologique beaucoup plus faible. Donc on peut éventuellement reprendre, y compris dans les écrits des idéologues du progrès de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, des éléments qui nous permettraient de repenser le progrès différemment, de le penser en termes d'équité sociale et de solidarité sociale plutôt qu'en termes de croissance quantitative. Et puis même chez Condorcet, quand je vous disais tout à l'heure, il dit « la nature n'a mis aucun terme à nos espérances », en fait, il y a deux façons de comprendre cette citation. La première, c'est de considérer la nature comme finalement complice de notre émancipation, complice de notre destin à devenir libre. Ça, c'est vraiment une partie des Lumières, c'est Kant, hein, dans son livre sur l'essai, comment ça s'appelle, sur l'histoire universelle. Finalement, il dit que la nature, c'est comme si elle avait souhaité que les humains s'émancipent. Donc elle est complice, elle est partenaire de notre liberté. Ça, c'est une première définition que vous allez retrouver chez les Lumières un peu pré-industrielles, je dirais. C'est Kant, c'est 1784, je crois, c'est Rousseau, c'est Diderot dans son supplément au voyage de Bougainvilliers, hein, où il y a un passage qui est une vraie tirade de critique de la société de consommation, où il fait parler un pseudo-sauvage de Tahiti pour critiquer le monde occidental. Voilà, ça c'est aussi une certaine vision du progrès dans laquelle la nature est notre partenaire, notre allié, notre complice. Et puis, il y a une autre interprétation de la phrase de Condorcet dans laquelle la nature est l'ennemi, hein, dans la nature, où finalement la nature va être l'esclave nécessaire à notre émancipation humaine. On va exploiter la nature pour libérer les humains. Ça, c'est plutôt les Lumières productivistes, les Lumières industrialistes, et donc on peut faire la part des choses entre deux orientations de la pensée des Lumières à propos du progrès. Et bon, vous avez compris de quel côté mon sentiment penche, donc je passe au point suivant qui est la question de la liberté. Finalement, la modernité industrielle a conçu la liberté comme un arrachement à la nature. On est libre que si on s'éloigne de la nature. La version pop de ça, c'est Luc Ferry, hein, dans le Nouvel Ordre écologique, où il critique les écolos d'être des nazis, d'être des totalitaires. Et plus on s'intéresse à la nature, plus on est loin de la liberté. C'est soit l'un, soit l'autre, soit la nature, soit la liberté. Aujourd'hui, finalement, où la nature nous revient, la question, c'est comment on peut penser la liberté dans un monde fini, à l'âge de l'Anthropocène, quand finalement la promesse d'arrachement a échoué. Et donc, comment on peut penser la liberté en assumant les liens? Comment on peut assumer d'être dépendant, comme un enfant est dépendant de ses parents dans les premiers âges de sa vie? Comment on peut assumer le fait d'être porté par le berceau qui est la matrice, qui est la Terre? Comment on peut assumer des liens qui, certes, il y a des liens qui oppriment, mais il peut y avoir des liens qui libèrent, des liens qu'on négocie, des liens, enfin voilà. Que la liberté, c'est aussi un espace de négociation à l'intérieur de liens et de dépendance, et que si on oublie ça, finalement, on est dans la toute-puissance, ce qui n'est pas la liberté. Donc là, c'est tout un chantier philosophique dans lequel vous avez beaucoup de travaux, Vinciane Després sur le rapport à l'animal, Bruno Latour, Isabelle Stengers, qui repensent un peu cette question de la liberté. Et puis, dernier point, c'est qu'il faut peut-être aussi repenser
la démocratie, la politique. De Hobbes, finalement, aux sciences politiques d'aujourd'hui, on a la vision dominante que la politique, c'est une affaire de conflits et d'arrangements entre les humains. Il y a des groupes qui sont en lutte, qui ont des intérêts divergents, et puis il y a des équilibres, des compromis, des systèmes politiques qui s'élaborent à partir de là, et on ne nous raconte jamais, on externalise la question de la matière et de l'énergie dans notre conception de la démocratie. Vous avez déjà entendu parler quelqu'un qui vous a parlé du carbone ou de l'azote dans un discours sur la démocratie? Non. Le défi a été relevé par Timothy Mitchell dans un livre qui s'appelle Carbone Démocratie. Il existe une version française qui a le même titre, parue à la Découverte. Il nous raconte l'histoire des démocraties occidentales au prisme de l'énergie. En gros, je caricature un peu, il nous dit, voilà, les débuts de la démocratie occidentale, ça correspond à l'âge du charbon. Le charbon, c'est une énergie qui est lourde. 1 kilo de charbon a moins d'énergie qu'1 kilo de pétrole. Le pétrole, c'est plus dense en énergie. Comme c'est une énergie lourde, en plus elle est solide, elle n'est pas liquide, elle est moins fluide, on ne peut pas la mettre dans des pipelines, etc. Il faut des mineurs pour aller la chercher, il faut des cheminots pour la transporter. Ça, c'est des centaines de milliers de personnes, voire des millions dans l'Angleterre du 19e siècle. Comme par hasard, c'est ces deux groupes sociaux qui ont été le fer de lance des conquêtes ouvrières qui ont permis de civiliser le capitalisme sauvage qui est dans les livres de Charles Dickens, de travail des enfants, etc., et qui ont conquis un certain rapport de force par rapport aux élites économiques qui a abouti à une sorte de démocratie sociale avec des protections pour la retraite, pour les maladies, pour les accidents du travail et pour les vacances. Dont en France, si vous voulez, le moment, c'est l'après-guerre, la sécurité sociale, etc. C'est l'aboutissement finalement de décennies de lutte sociale pour arriver à ce compromis-là, qui ont transformé des démocraties formelles représentatives en véritables démocraties sociales. Arrive le pétrole aux États-Unis dans les années au début du siècle, et en Europe après 1945 principalement. Dans le cas de l'Europe, c'est intéressant parce que le pétrole, il n'est pas très peu extrait localement. Donc, il est plus dense, on l'a plus facilement, il y a besoin de moins de travailleurs. En plus, ces travailleurs, ils sont au Moyen-Orient. Ils ne sont pas soumis au même régime de salaire, de sécurité sociale que nous, etc. Et donc, on a une énergie qui nous arrive de l'extérieur sans qu'il y ait un groupe social qui en soit le producteur et qui, grâce à son activité productive, ait un rapport de force dans les discussions politiques et sociales. Et ça va être l'écroulement du charbon en France. Pensez aux grandes grèves d'après-guerre, 46, 47, 48, des grèves de mineurs qui vont toutes perdre. Les États-Unis ont une stratégie explicite de pétroliser l'économie européenne. Parce que ça accélère la croissance et parce que ça marginalise les syndicalistes mineurs et cheminots qui sont tous à la CGT et au PC quasiment. Donc dans un contexte de guerre froide, le charbon et sa main-d'œuvre, c'est pas bon. Et 10% de l'argent du plan Marshall pour l'Europe sert à acheter du pétrole. Donc vous voyez que c'est une des priorités du plan Marshall que de pétroliser l'économie européenne. Et ce que nous dit Timothy Mitchell, c'est que la démocratie basée sur le pétrole est une démocratie où le rapport de force entre les couches travailleuses et les couches dominantes, si vous voulez, s'est affaibli et on passe à une démocratie plus faible, à une démocratie de consommateurs, à une démocratie de spectateurs, et qu'on perd en qualité de la démocratie. Donc vous voyez que, alors on peut discuter cette thèse, etc., mais ça nous raconte, et puis cet affaiblissement prépare le tournant néolibéral après 1968. Donc vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose d'assez convaincant dans le lien entre une histoire sociale, une histoire de la politique et l'énergie. Et donc ça renvoie
à ce que Marx appelait les métabolismes. C'est l'ensemble des échanges de matière-énergie que nous, humains, par nos activités, nous avons avec le reste de la Terre. Et donc, finalement, tout l'enjeu, c'est quand on pense l'histoire, quand on pense la politique, quand on pense la démocratie, c'est de réintégrer cette pensée métabolique dans notre pensée politique. Que finalement, tout arrangement politique, il est basé sur un certain type de dispositif technico-économique qui organise les flux de matière et d'énergie d'une certaine façon dans le monde. Et que ces dispositifs qui organisent les flux de matière et d'énergie dans le monde, de façon plus ou moins durable, etc., eux-mêmes stabilisent certains régimes politiques. Et donc, si on veut changer de trajectoire, il faut penser à la fois la politique au sens restreint et à la fois le type de métabolisme qu'on est prêt à avoir dans tel type de démocratie. Et ça, c'est un vrai défi pour l'après-pétrole ou pour un monde décarboné. C'est comment réinventer la démocratie dans ce contexte-là. C'est un vrai chantier de réflexion. Est-ce que le mieux, c'est que je m'arrête ici? J'avais prévu d'autres choses, mais il me semble que c'est suffisamment riche pour pouvoir discuter. On attend de prendre quelques questions. Ouais. Un grand merci. Oui, donc avant de prendre les questions, vous avez vu que, comme les précédentes conférences, la séance a été ponctuée de dessins de Guff, qui est là-bas. Donc, merci. Voilà, donc à vous. Alors, l'Anthropocène donnait un nom, déjà, il est récent, depuis 2000. On cherche une date, on fouille à moins 5000, moins 3000. Bon, c'est vrai que l'influence de l'homme, comme vous l'avez fait remarquer aussi, on peut aller très loin, puisque ça revient à ce moment où il semblerait que quand l'homme est devenu un agriculteur sédentaire, il a commencé à influencer la planète. Bon, d'accord. Sauf que ça ne suffit pas. On cherche plus près. Enfin, je me demande ce qu'on cherche véritablement. Pourquoi est-ce qu'on pourrait déterminer la portée de cette durée de l'Anthropocène qui commencerait, qu'elle soit commencée il y a 5000 ans ou qu'elle commencerait maintenant? À combien de temps, d'après vous? Parce que je vais vous donner un autre schéma. Vous en penserez ce que vous voudrez. Le problème du pétrole est très brûlant aujourd'hui, je pense. Et depuis 1970, il y avait déjà le Club de Rome qui avait fait des prévisions là-dessus. Pendant 30 ans, on n'en a pas entendu parler. Et puis maintenant, via le véhicule Internet, sans doute, on recommence à en entendre parler. Bon. Alors, c'est bien, mais sauf que d'après moi, on est déjà dans le mur. Et puis, en particulier, il y a quelqu'un qui avait fait une étude qui s'appelle Paul Schefurka, qui avait défini justement cette évolution qui, en plus il y a des entre évolution et progrès, bon je sais pas, mais il y a confusion là. Cette évolution croissante arriverait à un terme par défaut d'énergie de pétrole. Je ne sais pas si on a vraiment conscience que pour moi ça c'est pas dans 100 ans, c'est peut-être dans 10-15 ans. Alors imaginons un effondrement comme on le prévoit chez Furka. À 7 milliards d'habitants, on retombe à quelques millions, mettons. Vous avez parlé tout à l'heure d'un pic de creux de carbone en Amérique à partir du moment où la population a gravement diminué. Je me demande s'il n'y aurait pas la fin de cet Anthropocène qui serait signée par tout simplement l'inertie de la nature qui, je crois, reprendrait, à moins qu'on arrive spontanément à repasser en quelques années de quelques millions à 7 milliards ou plus, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que cet Anthropocène-là a des chances de durer très longtemps? Moi, je ne pense pas. Bon, alors je suis historien. Sur l'avenir, je suis un peu moins fiable.
Mais il me semble que enfin, vous posez plusieurs questions. La première, c'est sur la question des limites. En fait, il y a deux types de limites. Il y a celle des limites des ressources, proprement dit, qui se posent sur les énergies, mais aussi sur les métaux, le cuivre, les terres rares, le phosphate. On s'approcherait d'un pic de phosphate également, ce qui est dramatique sur l'alimentation. Ce qui était déjà, si vous voulez, envisagé par le Club de Rome. Du point de vue de l'énergie, on a malgré tout dans le sol de quoi tenir plusieurs décennies de croissance effrénée. On a largement de quoi faire basculer le climat. Et donc il y a une deuxième type de limite qui est celle de la limite de ce qu'on ne veut pas dépasser comme type de seuil de changement climatique. Et c'est ce que les scientifiques appellent les boundaries, les frontières. Donc vous avez deux types de limites, hein, les limites et les frontières, et que du coup cette approche en termes de planetary boundaries, de frontières planétaires, est un argument supplémentaire par rapport à ce qu'étaient les travaux du Club de Rome. Vous parlez de la démographie, alors ça me permet de rebondir là-dessus parce que j'en ai pas parlé, mais il y a souvent des questions ou des gens qui disent bah ouais, tout ça c'est la faute de trop d'humains. On était moins de 800 millions au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on va vers les 7, 8, 9 milliards, donc 10 fois plus. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes de la planète. Cette façon-là de voir les choses en termes de quantité d'humains, elle pose le problème de biologiser la question. Finalement, ça renvoie à la question de l'espèce humaine qui serait... Elle aurait été damnée parce qu'elle aurait eu l'intelligence, elle aurait commencé à faire des conneries en tuant les grands mammifères il y a 30 000 ans, puis après elle aurait inventé la bombe atomique, quoi. C'est une façon de voir, de culpabiliser l'humain en tant que tel. Or, ce qui se passe, c'est que, certes, la population, il y a effectivement un problème démographique et des questions de planification démographique à penser. La Chine l'a fait et maintenant elle va avoir quelques problèmes à cause du vieillissement de leur population, mais voilà, c'est un exemple historique de pratique de contrôle à grande échelle de la natalité. Mais dans le même temps, pendant que la population augmentait d'un facteur 10 entre 1800 et aujourd'hui, le capital, j'ai repris les calculs de Thomas Piketty, c'est pas le capital au sens des marxistes, hein, c'est au sens plus large. Pas que le capital productif, mais aussi tous les patrimoines de richesse des individus, a augmenté d'un facteur 134 entre 1800 et aujourd'hui. Donc est-ce qu'il faut dire que c'est un anthropocène ou est-ce que c'est un capitalocène? Est-ce que c'est la logique d'accumulation du capital qui est finalement une force motrice pour transformer la planète? L'autre problème de regarder uniquement les questions démographiques, c'est qu'en fait, ça gomme les asymétries. C'est-à-dire que selon l'endroit où on est dans le monde, le type de vie qu'on va avoir, plutôt pauvre dans un pays du Sud ou plutôt riche dans un pays du Nord, les émissions de gaz à effet de serre qu'on va faire vont varier de 1 à 1000. Donc par rapport au facteur de 1 à 10 dont on parlait sur la démographie, finalement, si on doit faire des efforts de contrôle démographique, c'est plutôt du côté des plus riches qu'il faudrait les faire. C'est plutôt la population des classes moyennes et classes moyennes supérieures qui sont les véritables moteurs du déraillement géologique dont je vous parlais. C'est un livre d'Hervé Kempf, hein, c'est comment les riches polluent la planète ou quelque chose comme ça. C'est plutôt de ce côté-là que les impacts majeurs se trouvent. D'autres questions? Une ou deux questions? Merci beaucoup, c'était très clair et très éclairant, parce que c'est très complexe. Juste sur l'analyse un peu plus philosophique et des sciences humaines, vous évoquez pas toute la philosophie plutôt, auquel je n'y connais rien, de type un peu chinoise ou autre, qui pense l'homme beaucoup plus dans la nature que peut-être ce que nous on en a fait. Autrement dit, tout ça, c'est peut-être
une partie de l'humanité qui réfléchit comme ça, mais voilà. Puis juste un détail, mais votre division sciences humaines qui refuse un peu de regarder la Terre, est-ce que des gens comme Edgar Morin, tous ces gens-là qui pensent la complexité, ont quand même bien réintégré aussi toutes ces notions-là? Oui, alors l'idée de la séparation sciences dures, sciences humaines, c'est un peu caricatural, parce que vous avez la géographie quand même, fin 19e, début 20e, qui est à l'interface entre ces deux. Vidal de la Blache, comment s'appelle cet anarchiste quelqu'un qui... Pardon ? Kropotkin et un Belge, franco-belge, Élisée Reclus, voilà, ça y est, qui étaient dans des façons de penser ensemble la Terre et le développement des sociétés. Effectivement, ces dernières décennies, Edgar Morin, etc. Alors sur la question des autres philosophies et rapports au monde, je ne suis pas très fort non plus là-dessus, mais je voudrais quand même donner 2 pistes de lecture que j'ai fait. C'est La mobilisation infinie de Peter Sloterdijk, qui est un philosophe allemand qui fait toute une partie de critique du rapport occidental au monde, cette vision de la nature comme ressource, ce qu'il appelle le nihilisme cinétique, où on considère que la nature ne bouge pas, elle n'est qu'un magasin, et reprend Heidegger. Dans la deuxième partie de son livre, il s'inspire du taoïsme, d'une nature en flux, d'une nature qui bouge, et fait des propositions philosophiques de ce côté-là. Et puis un anthropologue et aussi un philosophe brésilien qui s'appelle Eduardo Viveiros de Castro, un peu dans la lignée de ce que je vous disais d'Escola, il s'intéresse à la vision du monde des Amérindiens et ce qu'il a théorisé comme un perspectivisme. Et il nous décrit un rapport à la nature qui est vraiment très très intéressant de ces populations amérindiennes, qui est dans une autre case que celle dont parlait Descola, puisque c'est l'inverse de nous. On va attribuer aux non-humains, aux pécaris qu'on chasse, aux oiseaux, etc., un statut de personne, le même type d'intériorité que nous, mais par contre une autre matérialité que nous. Donc un oiseau, c'est un humain déguisé en oiseau. Il y a un anthropomorphisme absolu dans cette vision du monde, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a un rapport, c'est pas anthropocentrique. C'est que ces populations, ces cultures-là sont capables d'imaginer qu'il y a plusieurs visions du monde possibles. Eux, quand ils voient un marigot, ils pensent que c'est un marigot, mais ils se disent, pour le tigre, c'est un temple. Pour le pécari, c'est, je ne sais pas quoi, une fontaine sacrée, ou enfin j'invente là, vous voyez. Et du coup, il y a une capacité à imaginer le point de vue, la perspective d'autres espèces et avoir cette vision kaléidoscopique de la vie, du coup dans laquelle on ne se met pas au centre du monde, on ne se met pas en position dominatrice, et on reconnaît l'altérité de la nature, parce que je ne vous en ai pas trop parlé, mais on pourrait dire que une première phase de la modernité industrielle a dénié les limites de la nature en externalisant la nature, comme je vous disais, cette espèce de grand extérieur. Mais on pourrait dire que depuis 30 ans, 40 ans, depuis la cybernétique, les projets de transhumanisme, les projets de géo-ingénierie, les projets de marché financier de la nature, les marchés carbone, etc. Il y a un autre processus qui n'est plus un processus d'externalisation de la nature, mais un processus de digestion de la nature. On considère que la nature n'existe pas, l'anthropocène nous prouve que la nature n'existe pas puisqu'elle est entièrement anthropisée. Et donc, la nature n'est qu'un hybride, n'est qu'une production humaine, n'est qu'un hybride de technique, n'est qu'un hybride de marché. Et donc, c'est un processus de digestion de l'idée de nature à l'intérieur des activités humaines. Et on se met à penser la nature comme un sous-système de l'économie, finalement. La nature, ça serait une grande entreprise qui aurait un certain capital naturel, qui produirait des services chaque année. Et puis, ces services, ça fait des flux qu'on peut mettre en commensurabilité avec les flux financiers. Et on peut développer toute une finance de la nature à travers les marchés carbone, à travers des marchés autour de la biodiversité. Il y a des banques de biodiversité aux États-Unis et dans quelques autres pays du monde. C'est déjà un marché de 4 millions
ou milliards, ça y est, ça c'est vraiment ridicule. C'est un marché important, le marché de la compensation biodiversité aux États-Unis. Il y a des banques privées qui vendent des crédits biodiversité à des bétonneurs qui ont, par exemple ici à Notre-Dame-des-Landes, il y avait un projet de compensation. En échange des 1500 hectares bétonnés du projet d'aéroport, il y avait l'idée de reconstruire une nature ailleurs, de restaurer un petit peu ici. Là, c'était Vinci qui le faisait lui-même, mais dans le système américain et le système français qui est prévu avec la nouvelle loi sur la biodiversité qui a déjà passé en première lecture au Parlement, il y a cette idée qu'il y aura des acteurs privés qui fabriqueront des réserves de nature et qui pourront vendre des crédits aux aménageurs qui seront en obligation légale de compenser. Donc on pense comme ça que finalement la nature n'est plus qu'un sous-système de la finance, n'est plus qu'un sous-système de la technique, qu'on peut la performer absolument radicalement par les activités humaines. Donc ça c'est vraiment un deuxième mouvement finalement de désinhibition, hein, où on va encore dénier les limites et l'altérité de la nature dans ces nouvelles formes. Et c'est pour ça que je vous disais, ce qui est intéressant dans la philosophie amérindienne, c'est qu'on n'a pas quelque chose d'anthropocentrique, on n'a pas d'externalisation de la nature comme quelque chose d'un grand extérieur fondamentalement différent, puisqu'on lui reconnaît un statut de personne, mais malgré tout, il y a ce sentiment d'altérité. Le tigre est une personne, mais ce n'est pas un humain. On n'est pas dans un rapport fusionnel où tout serait hybride, qui est un petit peu la philosophie postmoderne qui se saisit un peu de l'anthropocène pour faire une grande bouillie qui mélangerait nature et culture. Il n'y a plus d'altérité et donc on est dans la fusion qui est une autre forme de toute puissance finalement, quoi. Voilà. Je vous ai un petit peu caricaturé certaines positions de philosophes. Voilà. Merci beaucoup pour votre exposé. C'est vrai que le constat, ça fait quand même longtemps qu'on est au courant de tout ça. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait, peut-être. Et je me demandais si, par l'approche du philosophe André Gortz, notamment dans son livre « Misère du présent, richesse du possible », il n'y aurait pas aussi un nouvel imaginaire, je ne sais pas, autour de l'autonomie, de la transition, de la résilience, de la relocalisation avec des monnaies locales, avec l'agriculture biologique qui crée de l'emploi dans les fermes, avec tout. Enfin, cet imaginaire aussi qui émerge un petit peu. Est-ce que vous pensez, à titre personnel, qu'il est capable de séduire une société, voire le monde, et de faire basculer le paradigme ancien industriel, productiviste, extractiviste, avec ce nouveau paradigme, plus d'autonomie, de relocalisation, de moyens d'échange, sachant que les monnaies locales peuvent constituer une bombe parce que ça nous enlèverait notre dépendance au système financier et ça nous permettrait d'échanger entre nous, de recréer de la richesse au niveau local, etc. Donc voilà. Je sais que cet imaginaire-là a beaucoup de défauts, mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut, face à ce constat quand même très dur, se créer, quoi. Voilà. Ben, merci. Donc, j'aurais vraiment dû faire ma troisième partie et être plus court dans les deux premières. Je voulais vous présenter dans la troisième partie 4 lectures de l'Anthropocène, celles des grands scientifiques qui ont publié dans des revues, celles de philosophes et de scientifiques postmodernes qui disent la nature n'existe plus, je vous en ai dit 2 mots là à l'instant, un troisième imaginaire qui est un imaginaire de l'effondrement, avec des choses proches de ce que vous disiez sur la transition, etc. Et un quatrième imaginaire qui est éco-marxiste, qui va essayer d'expliquer conjointement l'histoire du capitalisme, les inégalités sociales, les inégalités écologiques, dans un type d'analyse et donc de solutions possibles différentes. Ce que vous disiez sur la transition et la résilience, c'est typique du troisième imaginaire où on va considérer l'Anthropocène en se disant l'Anthropocène c'est un marqueur de rupture, c'est les effondrements dont je vous ai parlé, c'est la fin du temps du progrès linéaire. Il faut se préparer à un monde où il y aura moins de ressources, il faut se préparer à un monde où si on veut limiter les dégâts climatiques, il faudra vivre autrement, on va devoir radicalement changer de mode de vie. Et donc c'est une vision qu'on peut appeler catastrophiste, dans lequel il y a 2 pôles. Il peut y avoir un pôle qui serait une sorte de super technocratie mondiale qui va dire « Attention, la planète est en danger, il faut une élite
qui va vous sauver. Et donc, on va avoir un plan, on va rationner les gens, etc. Et dans ce système-là, cette espèce, ce que Gortz justement appelait une éco-technocratie, il y aura un maintien des inégalités sociales actuelles. Et donc, c'est un modèle totalitaire finalement. Au nom de l'urgence écologique, on rentre dans une société totalitaire. Et le modèle que proposait Gortz, c'est effectivement centré sur l'autonomie. Aujourd'hui, ça peut se décliner autour des questions de relocalisation. Et c'est plutôt des choses qu'on va notamment trouver dans les mouvements de la transition, où certes, on se dit il faut se préparer à un éventuel effondrement dans 20 ans ou dans 30 ans, changer radicalement nos modes de vie, manger local, consommer local, créer du lien social, etc. Transformer les parkings en lieu d'autoproduction alimentaire, etc. Mais ça se fait dans un processus qui se veut foncièrement joyeux, où on recrée du lien social, où on fait des fêtes, où on va avoir une vision, si vous voulez, catastrophiste du futur, mais on le fait dans des scénarios, des ateliers de quartier, des scénarios participatifs, et finalement c'est un enrichissement de la démocratie. On a la perspective d'un possible effondrement, mais c'est plutôt une amélioration de la qualité de la démocratie, plutôt qu'un modèle totalitaire, etc. Et effectivement, la pensée d'André Gortz, qui est très centrée sur la question de l'autonomie, finalement, de concevoir la liberté non pas seulement comme un arrachement à la nature, mais un arrachement à d'autres formes d'hétéronomie que sont le travail salarié, le modèle consumériste, la télévision et un modèle du spectacle, pour reconquérir des activités autonomes qu'on a choisies, qui nous relient aux gens, etc. C'est effectivement un imaginaire qui permet de penser la sobriété, non pas comme quelque chose de punitif qu'on subirait, mais comme quelque chose qui, au contraire, est une conquête sociale. Voilà. Ben, je vous propose qu'on arrête sur cette note finalement plutôt optimiste. Vous rappelez, merci beaucoup. Et vous rappelez aussi cette conférence, comme les autres, fait l'objet d'une captation. Aux commandes, c'est Jean-Luc Page, qui travaille avec le pôle numérique du CNAM. La prochaine conférence aura lieu le 26 mai. Elle aura lieu au CNAM. Donc on parlera de progrès et de numérique. Et puis il y aura encore une conférence au mois de juin, ici si je ne me trompe pas, qui portera sur l'opinion publique et puis la science, et puis est-ce qu'il y a une anthropologie des nouvelles technologies. Voilà, merci également à Catel Delaune et à ses collègues d'avoir organisé les lieux ici. Et puis également merci à Sophie Barès qui, au pôle culture scientifique et technique, s'occupe de l'organisation de ces soirées. Voilà, merci à vous toutes et à vous tous d'être venus nombreuses et nombreux.